Bonsoir, Francis Onondangi, je suis le président de l'Association of Certified Fraud Examiner, le chapitre français. La présentation que je vais faire est moins ciblée sur la sécurité informatique pure qui est un peu l'intérêt et l'objet du CLUSIF, mais ce sera plus un état de lieu général sur la fraude interne. Je vais faire ma présentation et je propose que les questions viennent à la fin pour qu'on ne s'arrête pas sur un slide ou en milieu de présentation et que les questions soient plus globalisantes. Je pense que l'histoire se répète. Si on se remémore 2002 avec les scandales retentissants à l'époque de WorldCom, Parmalat, autres Enron, et avec tout ce qui avait été mis en place comme Sarbanes-Oxley, les lois sur le contrôle interne, les lois antifraude, on pense que normalement on ne doit plus revivre l'histoire qu'on revit aujourd'hui. Mais on a encore le énième coup de tonnerre qui a eu lieu et il y en a d'autres petits bébés qui poussent tous les jours. Stanford Financial, je l'enlèverai avant de donner la présentation. Donc, en fait, pour revenir au sujet, qu'est-ce que la fraude interne? En fait, c'est l'utilisation de son emploi à un profit personnel en détournant délibérément les actifs ou les ressources de son employeur. Voilà la définition succincte de cela. La CFSUI fait des études très détaillées sur la fraude interne tous les 2 ans et fait des suivis courants. Malheureusement, ces études ne sont pas encore disponibles dans l'environnement français ou européen, mais quand on analyse les schémas culturels, les schémas opérationnels, et surtout en prenant en compte que les critères comme le développement de marché des capitaux, le développement de l'actionnariat, la structure économique, on voit à peu près que ces chiffres qui sont relatés par cette enquête approfondie, c'est quelques 959 experts analystes de fraude qui ont répondu sur des cas qu'ils ont investigués et traités. On voit que et on n'a pas de raison de penser que les chiffres soient très loin de ce qu'on peut avoir dans l'environnement français. Donc c'est pour ça que je me permets de partir là-dessus et qu'on en discute. En avril dernier, il y a eu une réactualisation parce que la première étude de 2008 a été publiée en juillet et en avril dernier, il y a eu une deuxième étude pour voir l'impact justement de la récession en fait sur la tendance de la fraude et le constat est là, on est en hausse continue. En hausse continue par rapport à 2006, qui était l'étude précédente où l'évaluation était en moyenne de 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc prenez des entreprises multimilliardaires en chiffre d'affaires et quand vous prenez 5%, ça donne tout de suite quelque chose de très significatif. Et je ne pense pas que dans l'environnement où on est, beaucoup d'entreprises peuvent se permettre de se passer de ce montant. Si vous ramenez en 2008, ça a été une évaluation de 7% environ. Donc un saut de 2 points par rapport. Et si vous ramenez rapidement au produit intérieur brut des États-Unis, on a chiffré à peu près 994 milliards et ramenons à la France qui fait à peu près quelques 1500 milliards, vous êtes dans les 90 milliards d'impact. Et ça, c'est la fraude interne aux organisations. Ça ne compte pas des fraudes externes, parce que l'an dernier, ou il y a 2 ans, par exemple, les fraudes à la sécurité sociale ont été chiffrées par la Cour des comptes à quelques 39 à 40 milliards d'euros. Donc, c'est significatif et ça va vite, sans compter les cas extrêmes. La Société Générale, l'an dernier, on avait en fait un impact
dû à l'affaire, simplement l'impact dû à l'affaire de plus de 6 milliards, mais sans compter tout ce qui a eu lieu de réparation et de dommages en termes d'image, de distraction du management, la réputationnelle et tout un tas de choses qui vont arriver. Voilà pour les chiffres en hausse. Je reviens donc sur l'étude d'avril qui a été faite pour essayer de réactualiser un peu une tendance globale. 55% des répondants, c'est les Certified Fraud Examiners, c'est-à-dire des membres certifiés qui sont des experts sur le domaine et qui étudient et investiguent. 55% ont estimé en avril que si on regarde par rapport à il y a un an, il y a eu évidemment une hausse. Et 49%, en comparant les impacts, c'est-à-dire les montants des dommages subis par les entités, ont aussi constaté une hausse. Pire, 88% de ceux-là, de tous les répondants, pensent qu'on s'attend à une hausse et on verra les raisons pour lesquelles cette hausse va être faite. Simplement pour une question de comment la fraude se fait sur ce qu'on appelle le triangle de la fraude qui se détermine en pression, les opportunités et la capacité d'autojustification qui, dans cet environnement de récession, est en plein jeu et s'est significativement emballé. 70% des répondants notent justement, il ne faut pas oublier que ces chiffres s'appliquent à la fraude interne, donc ça peut être occasionné aussi par des fournisseurs, mais on pense que ça viendra 70% des employés, des détournements d'actifs par les employés. Je ne vais pas m'attarder ici, il y a une classification, une typologie des fraudes internes qu'on a classifiées dans le détail pour essayer d'étudier en détail tous les schémas. En gros, ça se situe en 3 catégories, c'est-à-dire ce qui est de la corruption, après les détournements d'actifs et le maquillage, la manipulation des comptes. Les moyens de détection qui existent, c'est quoi? En général, et toutes les études depuis que ça a été émis pour la première fois, c'est par une dénonciation, une alerte donnée par quelqu'un. La fraude étant cachée clandestine, en général, c'est souvent ceux qui sont liés ou qui ont l'information qui le donnent. C'est pourquoi d'ailleurs la loi Sarbanes-Oxley ou les équivalents ont tambouriné sur les systèmes anonymes de dénonciation qu'on a eu un peu de mal à accepter en France, mais qui commencent à marcher pour les entreprises en connaissant quelques limites en ce moment dû au manque de loyauté ou la décrue de loyauté entre les organisations et les employés. Par accident, donc quand vous voyez le gros de la détection vient soit par accident, soit par dénonciation. Si on regarde les systèmes qui sont mis en place pour faire le contrôle, il y a l'audit interne, ils en trouvent moins de 20%, les détectent moins de 20%, le contrôle interne de plus en plus, mais l'audit externe, dans les systèmes qui existent, sont les moindres. Il y a plein de schémas, à mettre en œuvre, mais il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information entre ce qu'on appelle aujourd'hui les gardiens du temple et ceux qui on est censé surveiller. Il y a un déficit soit de compétences, soit de volonté, soit d'utilisation de ces professionnels qui fait que la balance aujourd'hui est à l'avantage des fraudeurs et c'est pour ça que la tendance est haussière et que tous les experts pensent que ça restera haussière. Donc on va passer vite sur les autres. Les sources de la cause qu'on a vues en général, c'est le contrôle interne qui est manquant. J'ai évoqué rapidement ce qu'on appelle le triangle de la fraude, c'est-à-dire les incentives, la pression, les opportunités, et puis la rationalisation. Je m'explique très rapidement. La pression et les incentives, c'est par exemple la pression du marché sur le management. Eh bien, on veut que l'entreprise puisse être en mesure de cracher 10 à 15% de bénéfices nets tous les ans, sans discontinu. Mais 10 à 15%. Et si jamais vous déclarez un bénéfice par action en décalage de 0,01 euro, alors là, on vous tape là-dessus.
Donc, quand le top management a des stocks options qui sont valorisés à temps, vous n'avez pas envie qu'un analyste financier boutonneux ponde une analyse pour vous casser votre économie. Donc, vous ajoutez quelques chiffres ici et là et vous conservez le bénéfice. Donc, il y a cette pression énorme qui, auparavant, sur le top management, c'était plus gérable parce que, par exemple, en France, il y a 20 ans, l'actionnariat était beaucoup plus concentré. Avec 3 ou 4 gros actionnaires, vous avez la majorité à la table. Et eux, ils ont la connaissance du business. S'il y a un problème, vous réunissez, vous pouvez en discuter. Aujourd'hui, vous avez, ça s'est éparpillé, une quinzaine de personnes qui ont des objectifs différents. Si tel fonds de pension veut liquider ses positions ce trimestre et que vous allez déclarer un chiffre qui n'est pas en attente avec le marché et déprimer le cours de l'action, ils vont dire ça ne nous arrange pas. Et donc vous allez dire bon, ce sera le trimestre prochain. Ça n'arrange pas d'autres personnes. Le trimestre suivant, ça n'arrange personne. Donc soit un PDG qui s'est battu beaucoup pour avoir la place, c'est soit de dire bon, je vais me griller financièrement et tenir un langage de vérité au marché, ou écoutez, je joue parce que mon prédécesseur a joué pareil, et si on me dégomme, mais celui qui viendra jouera le jeu pareil. Et tout dans le business, tout le monde fait pareil. Et puis si je le fais, je suis au bord de 3 autres entreprises. On va dire quelles sont les pratiques. Est-ce que si je dénonce ça, les 4 coups qui restent et qui me plombent parce que j'y ai participé un peu, est-ce que ça va sortir en fait? Donc il y a une pression de ce niveau. Et sur les employés, c'est par exemple la récession fait qu'on veut encore plus de bénéfices, on augmente les pressions sur des gens tout en virant des gens. Donc le travail sur une seule personne devient ingérable et personne ne regarde, par exemple en demandant des comptes soit bona fide, combien de staff on a mis pour le reporting. On veut que les frais généraux soient coupés. Point. Quel a été l'impact? On ne sait pas. On veut que les coûts soient coupés. Quel est l'impact sur la recherche et développement qui fait le futur de l'entreprise? Ça importe un point. Donc, toutes ces pressions font que les gens y vont. Pour revenir au manque de contrôle interne, c'est les opportunités. Comme je vous le disais, il y a une asymétrie d'informations aujourd'hui et de moyens entre ceux qui sont en charge du contrôle et de la détection de la fraude. Je parle de l'audit externe, de l'audit interne, du contrôle interne et même des régulateurs. Quand on analyse, ils sont en déficit de connaissances ou de moyens par rapport aux fraudeurs. Et Marco Poulos l'a bien dénoncé dans sa déposition à la SEC, que les gens de la SEC, il y a plus de secrétaires qui comptent le nombre de pages et le tableau dans les états financiers que les grandes boîtes envoient, plus que de gens capables de comprendre et de détecter quelques anomalies, que ce soit que lui tout seul avec 2 pecnos dans sa boîte ont pu détecter 10 ans à l'avance. Donc ça c'est l'opportunité. Et dans une entreprise, quand il n'y a pas une forte culture de contrôle interne, quand il n'y a pas une éthique, évidemment, c'est une opportunité que les gens utilisent aussi. Et quand je viens à l'auto-justification, c'est ça, vous dites, quand les gens ont travaillé 10 ans, 15 ans dans une boîte et voient qu'il y a une récession qui arrive et qu'on fait une charrette, ceux qui partent, c'est là qui cause des malveillances. Je mets une bombe logique pour détruire quelques serveurs en guise de cadeau de revoir, mais ceux qui restent ne vous sont pas plus loyaux tant que ça, parce qu'ils ont vu comment leurs collègues se sont dépensés, et ils ont dit, ah bon, on n'est que des numéros. Et en même temps, eux, ils ont les stock options, ils ont les bonus qui sont maintenus, et nous, on n'a rien. Donc, je m'occupe de moi. Donc, tout ce que je fais, c'est juste équilibrer la balance. Donc, ça facilite la disposition à commettre la fraude. En général, la SCPC a calculé que dans une population, vous avez 20% qui, dans n'importe quelle situation, ne va pas frauder, 60% qui sont dans la balance et 20% vont faire. Ne vous regardez pas, je ne sais pas comme ça, qui vont le faire. Mais dès que la pression, l'opportunité et la rationalisation augmentent, évidemment, c'est facile qu'il y ait plus de candidats.
Les causes de la dégradation, on les a abordées, donc la pression croissante et des objectifs irréalistes, que ce soit des actionnaires ou du management, faiblesse croissante des systèmes de contrôle interne, décrue de la loyauté et faiblesse des moyens alloués, c'est sous-utilisation des professionnels pour la mise en place de systèmes de contrôle interne et surtout de la fraude. On vient à prêcher sur l'éthique pour les systèmes antifraude pour un management qui est soumis à des impératifs économiques. L'éthique, c'est le cœur. Et puis, les pressions économiques, il y a qu'il faut gérer. Et un management qui est en charge, parce que si le PDG et le top management ne bénissent pas et ne supportent pas un système de contrôle interne et de lutte antifraude, rien ne va se passer. Et on est en train de faire appel à leur bon cœur, alors que la question est économique. Aucune entreprise ne mettra en place de système de contrôle interne ou antifraude juste par éthique, juste parce que ça fait bien, ça fait du développement durable. Il le fait parce que it is the license to operate. Point. Je reviens rapidement à la CFE, fondée, ça a 20 ans, d'âge quasiment 21 ans, fondée en 88, dans les mêmes circonstances à peu près qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, c'était la crise des caisses d'épargne aux États-Unis, les saving and loan. Donc, quelques anciens ou de FBI et des universités, des départements de criminologie se sont mis ensemble pour dire qu'il faut créer une association, un corps de professionnels pour traiter la fraude. Le chapitre français, on a été un peu tard, a été fondé en mars 2007 avec 34-35 membres. Aujourd'hui, on est dans les 76 et ça continue à venir maintenant en s'emballant parce que cette semaine, il y a une vingtaine de personnes qui souhaiteraient, en fait, trentaine qui souhaiteraient en devenir membres avec des institutions aujourd'hui d'éducation qui nous approchent pour essayer de bâtir un programme avec nous pour le marché en fait français. La mission, donc, c'est lutter contre le crime en col blanc, mais c'est surtout donner des formations, parce que c'est là qu'il y a le manque, pour qu'il y ait des professionnels qui s'occupent des problèmes au sein de l'entreprise et surtout donner une certification à ces experts. Les membres aujourd'hui, c'est des experts comptables ou des auditeurs. Il y a des juristes, des avocats, des consultants, que ce soit dans ce qu'on appelle l'intelligence économique ou autre, les agences gouvernementaux. Il y a l'OCDE qui était, par exemple, un partisan de l'auditeur général des membres fondateurs. Aujourd'hui, on a le sieur Noël Ponce qui vient du SCPC, ministère de la Justice, des universitaires, il y a des professeurs, et c'est la tendance qui s'emballe en ce moment, c'est plutôt côté universitaire et côté des consultants qui viennent. Et les universitaires, justement, et les grandes écoles, en fait, eux, ils visent les entreprises. Faire du executive training et former les gens au niveau MBA. L'avantage d'être là, ce n'est pas la formation initiale pour un CFI qui fait. Beaucoup de professions de chiffres aujourd'hui, que ce soit des auditeurs externes, des auditeurs internes ou des commissaires aux comptes, ont une obligation d'être au moins en mesure d'analyser les alertes de fraude. Si vous n'avez pas de réflexe, vous ne pouvez rien voir. Et l'avantage de ça, c'est plus la documentation qui vient toutes les semaines par le Fraude Info, tous les mois par le newsletter, le Fraude Magazine tous les 2 mois et une base de ressources énormes qui montre plusieurs cas de fraude et qui aiguise donc l'essence. J'en ai mis quelques exemples et des études qui sont faites de fraud check-up qui vous permet de faire une estimation de votre exposition et de votre préparation à lutter avec la fraude et plein d'autres ressources. Il y a des conférences, que ce soit au niveau mondial ou au niveau européen et local, qu'on en fait aussi en France, donc pour permettre en fait
d'augmenter, d'échanger des bonnes pratiques, d'acquérir de la connaissance et du fait du networking, parce que étant donné que vous avez les mêmes soucis, si vous avez un problème, avoir quelqu'un appelé pour dire est-ce que vous avez une idée. C'est un métier qui demande des compétences en connaissance des typologies de transactions frauduleuses, la criminologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du fraudeur, justement pour être en mesure de mettre en place des solutions, des techniques d'investigation. On n'investigue pas en France comme on le ferait aux États-Unis. Vous pouvez aller là-bas, enfin saisir des ordinateurs, vous faites ça ici, c'est difficile. Les conditions d'interrogation aux États-Unis, vous fermez quelqu'un dans une chambre pour l'interroger tout seul, vous êtes mal parti. Si d'aventure l'investigateur, vous êtes un homme et la suspecte est une demoiselle, c'est pire. Si vous êtes timide comme moi et que vous n'arrivez pas à regarder les dames dans les yeux quand ils vous parlent, et en bas, alors là, vous avez 9 ans de tôle et la suspecte part avec un contrat avec Hollywood sur son histoire et sera aux Bahamas sur la plage, pendant que vous, investigateurs, vous serez en prison parce que vous n'avez pas respecté les lois localement. Voilà, il y a l'adresse en France, aux États-Unis. L'adhésion ne coûte pas cher. Il faut être membre associé aux États-Unis. C'est $185 pour toutes les ressources. En France, il y a une cotisation symbolique de 40 € annuelle de date à date pour... Voilà. J'ai fini et j'attends vos questions. Statistiquement, dans certains pays, la fraude était plus importante. Est-ce qu'au niveau territorialité, le risque fraude est plus important dans certains pays? Ce qu'il y a, enfin, comme l'annonçait le président du CLUSIF, il y a un tabou général sur le sujet. Les anglo-saxons en parlent plus volontiers. Donc cette étude, comme je l'ai annoncé, en fait, a été basée plus sur les États-Unis. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de raison que les tendances soient très différentes par rapport à la France. Il y a des proximités du mode opérationnel. Mais il y a d'autres domaines, d'autres pays où on n'attend pas les mêmes schémas. Ça, je ne pourrais pas extrapoler ces chiffres, par exemple, à la Russie. Je ne pourrais pas les extrapoler, par exemple, à l'Afrique. Parce que vous n'avez pas un marché financier, vous n'avez pas les mêmes pressions, les mêmes opportunités ou les mêmes autorisations. En Afrique, si vous faites une enquête comme ça, l'essentiel des pays viendront avec un fort impact sur le niveau corruption. Détournement d'actifs, maquillage des comptes... On s'en fout. Bien, merci. Merci beaucoup.